J'ai eu l'occasion de jouer à pas mal de jeux dans ma vie. Certains ont bercé mon enfance, et d'autres ont forgé mon caractère et ma façon de réfléchir. Mais il y en a un qui m'a apporté quelque chose en plus, une sensation, un sentiment nouveau. Je vais pas vous mentir, ce jeu, à l'instant où j'y ai joué, est entré directement dans mon top 3 de mes jeux favoris, aux côtés de Beyond Good and Evil et de Sly 2 et 3. Et on va prendre le temps de se demander ce qui a permis à ce jeu d'offrir une expérience de jeu unique en son genre et profondément marquante. Aujourd'hui, on va s'attarder un peu sur le cas Hyper Light Drifter. Donc Hyper Light Drifter est un jeu vidéo de type Action RPG sorti le 31 mars 2016 sur PC et quelques mois plus tard sur PlayStation et Xbox. Il se retrouvera de la tête de ce gars, Alex Preston, qui, avec l'aide d'une petite équipe de moins de 10 personnes, va créer son propre studio, Earth Machine, et donner naissance à une œuvre dont il rêve depuis un moment. Alex est un pur produit des années 80-90, c'est un geek dans l'âme. Il est donc naturel que cela se retrouve dans son travail. Il explique qu'il a voulu prendre les meilleurs aspects de Zelda A Link to the Past et de Diablo 2 pour la création de son jeu. Mais ce n'est pas le seul aspect qui ressort chez lui. Alex est quelqu'un de profondément pessimiste. En effet, il a la particularité d'être né avec une anomalie cardiaque, provoquant de nombreux problèmes de santé et un risque de mourir à n'importe quel moment. Cette fatalité touche Alex au plus haut point et le pousse constamment à avoir un regard critique sur ses créations et à se questionner sur l'importance qu'il a dans le monde. Il décide donc début 2013 de retranscrire ce que sa situation engendre en une œuvre qui, comme il le pense, pourrait bien être l'œuvre de sa vie. Il commence par faire beaucoup de croquis et de concepts, mais le développement commence vraiment lorsque Ben Blythe, le développeur principal, se ramène dans le projet. Alex a des idées et il veut faire les choses bien. Il propose donc fin 2013 un financement participatif sur Kickstarter avec un palier à 27 000 $, qui sera atteint en une seule journée. Le projet provoque un tel engouement que les Kickstarter s'arrêtent après avoir amassé plus de 600 000 $. Ils se sentent donc obligés de proposer de nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas du tout prévues à la base et de créer un jeu à la hauteur des attentes du public. Le jeu, dans sa construction, est pour moi la définition de l'expression simple et efficace. Tout le jeu est designé pour qu'on n'ait pas trop à se poser de questions sur ce qu'on doit faire, que ce soit dans le gameplay ou le level design. Pour ce qui est du gameplay, on commence avec des contrôles basiques. Une touche pour frapper à l'épée, une touche pour guérir, une pour interagir et une pour le dash. L'environnement nous permet tout de suite de comprendre à quoi servent ces fonctions. Par exemple, au début on est bloqué par des plantes, donc on les coupe. On n'a pas toute sa vie, donc on ramasse une trousse de soins et au passage on voit comment interagir avec les objets. Il y a un gouffre, hop, on dash par dessus. On trouve une arme et il y a un gouffre infranchissable. Voilà, on active un interrupteur avec l'arme. Les objectifs sont très simples. On arrive dans un monde, on doit débloquer 4 cristaux pour débloquer l'accès vers un boss qu'on doit vaincre. On doit en battre 4 pour aller voir le boss final et finir le jeu. C'est simple. Non, 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 non. Heureusement que tout est évident parce que ce jeu est incroyablement dur. Et une grande partie de la durée de vie du jeu vient du nombre de fois où on va devoir recommencer un tableau ou un boss. Comme le dit Alex, c'est un jeu très dur à prendre en main et incroyablement compliqué à maîtriser. Plusieurs éléments rendent ce jeu difficile. Déjà il est nerveux, et on se retrouve souvent dépassé par le nombre d'ennemis et à mourir sans avoir compris ce qui vient de se passer. Une petite complexité des contrôles est que le joueur tape, tire et dash vers le curseur de la souris, et c'est pas du tout évident aux premiers abords. Ça oblige à acquérir de nouveaux réflexes. De plus, les ennemis sont variés et nécessitent généralement au moins 3 coups pour être tués. Ensuite il y a le fait que les ennemis sont super forts et rapides. Ajoutez à ça le fait que les trousses de soins sont très rares et tu peux facilement rester 30 minutes à refaire la même portion de niveau. En plus les checkpoints sont automatiques, donc si par malheur t'en as activé un alors qu'il te restait que 1 PV juste avant une horde d'ennemis, c'est presque impossible. Mais la difficulté est pour moi un élément indispensable du jeu, parce que c'est elle qui apporte un de ses composants les plus importants, le système de récompense et de satisfaction. On n'imagine pas assez à quel point c'est satisfaisant de persévérer et de finalement réussir. Je me suis parfois surpris à hurler devant mon écran en réussissant un passage sur lequel je galérais depuis 15 minutes. Il faut également prendre beaucoup de risques pour gagner, que ce soit dans les combats ou dans l'utilisation de ses compétences. On peut au cours du jeu améliorer son arsenal en utilisant des sortes de ressources qu'on ramasse au fur et à mesure. Seulement elles sont assez rares, donc quand on en a une, on a le choix entre plusieurs améliorations. Mais on peut en prendre qu'une seule sans pouvoir au préalable les tester. Il faut donc réfléchir judicieusement. Et je pense que cette difficulté est la retranscription du combat que mène Alex au quotidien. Tu peux mourir n'importe quand, mais si tu t'accroches, tu seras vainqueur. Certains choix dans la vie sont très importants, et ça c'est beau. La satisfaction et la récompense sont deux points qui sont intrinsèquement liés dans Hyper Light Drifter. Et ça se voit particulièrement dans le level design du jeu. Vu que c'est un jeu plutôt nerveux, les phases où l'on avance sans ennemis sont sans grand intérêt, car ce qu'on veut c'est taper des monstres. Alors on se rabat sur les éléments du décor qui s'avèrent être destructibles, et qui en plus rechargent les munitions quand on les casse. Et ça c'est super cool quand on le découvre, parce qu'au début du jeu on comprend pas, on se dit juste comment j'ai rechargé mon arme. Souvent des passages sont si durs qu'on se dit que c'est impossible sans certaines améliorations, même si en vrai c'est pas le cas. Et donc on se met à la recherche des ressources nécessaires, qui sont la plupart du temps cachées par des passages secrets qui nécessitent toute notre attention pour être remarqués. Là par exemple, il y en a un. Vous le voyez pas? Il est là pourtant. Juste ici.
Ah, c'était facile pourtant. Allez, seconde chance. Vous le voyez celui-ci? Pourtant, il est même pas caché. Il est juste devant. Ouais, c'est un jeu où si t'es pas patient et curieux, tu vas rager plus qu'autre chose. Mais ces passages offrent souvent de grandes récompenses qui s'avèrent toujours indispensables. C'est un jeu qui pousse constamment à l'exploration, on peut aller où on veut. Et c'est en ce point-là qu'on voit la touche Zelda qu'Alex a voulu apporter. J'en ai pas parlé au début, mais bon, je pense que vous l'avez remarqué, ce jeu est beau. Sincèrement, c'est magnifique, y a pas un seul truc moche. Même les trucs censés être moches sont magnifiques. Et même que ce soit du pixel art, c'est un tout autre niveau. Le soin apporté au graphisme constitue un univers visuel unique et original. Et c'est ce qui a en grande partie convaincu les gens d'adhérer au projet. Les visuels que proposait le studio sur Kickstarter sont juste sublimes. C'est un jeu qui déborde de vie. On ne sent jamais cette impression de répétition si unique aux jeux 8 et 16 bits. Et la présence de petites animations, anodines à première vue, apporte de la vie dans ce monde. Là tiens, c'est un gars déprimé qui boit tout seul. Ça apporte rien à première vue, à part de la consistance à cet univers. L'animation d'ailleurs, elle est d'une fluidité impressionnante. C'est un des plus gros atouts du jeu. Elle donne vie à l'univers, et celle qui apporte le plaisir de jeu et la satisfaction quand le héros plante son épée dans le sol après avoir vaincu une horde d'adversaires. Putain, regardez comme ça fait du bien. Le jeu, dans son aspect visuel, est une œuvre profondément romantique. Ça arrive parfois de s'arrêter sur sa route et de contempler le paysage, mais c'est voulu hein. Le jeu transmet des émotions par le visuel et l'animation. Tiens, regardez ce paysage là, c'est magnifique. Mais bon, c'est quand même une vue sur un cadavre, il y a plus joyeux comme panorama. Quand on découvre cet endroit pour la première fois, on est obligé de s'arrêter, et les développeurs l'ont bien compris, hein. Ils ont ajouté une touche pour s'asseoir et enlever l'interface. C'est une immersion qui apporte des sentiments, parce que ça fait réfléchir, genre, ok, le gars que je dois buter est en haut de cette montagne, et il y a un cadavre de géant là-bas. Ça veut dire quoi? Il a perdu malgré sa taille? Mais s'il y est pas arrivé, je vais faire comment? Puis c'est déjà super dur. Elle est quand même vachement stylée la vue ici. Putain, ça me fait penser à quelque chose d'ailleurs ça. L'animation apporte toute la violence et le désespoir, particulièrement lors des impacts de coups ou lorsque l'on meurt. Et les passages de psychose du héros sont particulièrement dérangeants. Ici, le visuel va de pair avec l'ambiance sonore. La musique est composée par Disaster Peace, le gars qui a fait la BO de It Follows. Et si les visuels sont romantiques, la musique elle se veut impressionniste, et s'inspire de compositeurs comme Ravel, Debussy ou Satie. Elle nous procure différentes émotions selon la situation. Elle peut être répétitive lorsqu'on est perdu, ou agressive lors des combats de boss. Elle retranscrit une ambiance générale oppressante et incertaine, et ça se ressent bien avec la petite mélodie qu'on a quand on récupère un truc. On comprend que ouais, on a peut-être gagné, mais le combat il est loin d'être fini et la victoire elle est pas assurée. La musique permet également de donner de la vie à l'univers. En effet, elle est dynamique et se joue selon les actions du joueur. C'est particulièrement notable lors des passages de panorama où la musique apporte un sentiment de grandiose alors qu'on découvre le paysage. Pour apporter toujours plus de vie, les sons utilisés sont eux aussi dynamiques, et les objets du décor apportent des sons ambiants qui nous informent sur leur composition. Le sound designer a voulu apporter un impact émotionnel pour tous les sons du jeu, qu'il soit satisfaisant ou dérangeant, et a voulu pour ce faire créer des sons encore jamais entendus. Et pour faire ça, il a bidouillé ses enregistrements et superposé des couches de son. Now, what this video is me walking you through every single layer and playing them all one by one, and then you'll hear them all together in the end. Now all together. We needed something that was spine-tingling and crazy and weird, so I recorded myself squealing like this awful pig, like into the wire recorder, and then put it into Logic and stretched it out and made it insane and weird, and here's the result I got. Le jeu est vraiment remarquable pour son obsession du détail. Il va même jusqu'à mettre des sons lointains pour nous donner une impression de grandeur. Et en effet, ce jeu est grand. Il est grand car il emporte dans un courant de réflexion autour de l'histoire qui s'y déroule. Le jeu est entièrement sans dialogue et les seules informations sur l'histoire proviennent des décors et de représentations graphiques que les personnages vous transmettent, en vous laissant les interpréter. Revenons un peu sur le genre de la montagne là. Au cours du jeu, on est emmené à en croiser d'autres. Et on se demande pendant tout le jeu, c'est quoi? Certains personnages semblent les décrire comme des destructeurs, et ils sont là après la catastrophe en intro. Pourtant, il n'y a pas l'air d'avoir eu tant de dégâts que ça, mais ils sont morts. Donc ça voudrait dire qu'ils étaient méchants et qu'ils se sont fait tuer par la population et qu'un autre mal est arrivé après. Ou alors ils voulaient nous protéger de la catastrophe, mais ils ont pas réussi et ils sont morts. Aucune idée. Ou encore lui, on sait pas si c'est lui qui contrôle les cristaux ou si c'est les cristaux qui le contrôlent. Et si on joue au jeu normalement, jamais la réponse ne sera donnée. Les éléments relatifs à l'histoire apportent plus de questions que de réponses. Et si on veut la vérité, il faut la mériter. Pour tout savoir, il faut rechercher les autres cristaux qui permettent d'ouvrir des portes, qui permettent de trouver des clés, qui permettent d'ouvrir d'autres portes, qui donnent accès à des stèles sur lesquelles des symboles sont écrits. Et après avoir utilisé une clé de décodage pour pouvoir les lire, il nous révèle l'histoire de A à Z. Seulement,
très peu de gens vont prendre la peine de faire ça. Le jeu récompense en donnant l'histoire, mais je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Dans ce jeu, tout est fait pour donner une sensation de grandiose et nous faire comprendre que l'histoire dans laquelle on est nous dépasse complètement. Globalement, Hyper Light Drifter est un jeu fait avec le cœur. On sent vraiment tous les sentiments qu'Alex Preston a voulu transmettre. Il a voulu faire une œuvre dont il pourrait être fier, et il a fait un jeu magnifique tant dans l'aspect visuel que sonore. Un jeu innovant qui perfectionne un style de jeu au code pourtant bien établi. Un jeu qui implique ses joueurs et qui ne pardonne pas. Un jeu prenant qui récompense les plus persévérants. Un jeu qui nous plonge dans une histoire qui nous dépasse. Et j'ai pas pris la peine de chercher l'histoire parce que je sais que je vais être déçu. Et je préfère 1000 fois l'imaginer que la connaître. Tous ces points font que pour moi, Hyper Drifter est un grand jeu. C'est une expérience unique et profondément marquante. Waouh. Honnêtement, j'ai découvert pas mal de choses en faisant mes recherches sur Hyper Light Drifter. J'ai été marqué par ma première expérience et je me souviens avoir fini le jeu avec une sensation étrange et quelque chose de grand venait de se terminer. Et découvrir tout ça me conforte dans l'idée que cette sensation, c'était pas rien.